C'est une élection qui pourrait bouleverser l'ordre du monde. Les Américains, tout comme de nombreux citoyens à travers la planète, retiennent leur souffle à l'approche du scrutin du 5 novembre. Qui de Kamala Harris ou de Donald Trump siégera à la Maison-Blanche? Cela pourrait se jouer à quelques milliers de voix près dans les 7 États clés du vote. On est entre 18 et 20% de la population qui vont décider. Et c'est pire en fait. Quelques dizaines de milliers de voix par-ci par-là qui vont jouer sur l'avenir de la présidence et donc de la planète. Car c'est bien une partie de notre avenir qui se joue avec cette élection majeure pour la première puissance économique mondiale et le deuxième plus gros pollueur au monde. How do you like my garbage truck? This truck is in honor of Kamala and Joe Biden. Sur les enjeux internationaux, la démocratie, l'écologie, les deux candidats ont souvent des visions diamétralement opposées et ne représentent pas le même danger. Do you think Donald Trump is a fascist? Yes, I do. Yes, I do. Aujourd'hui, les Américains ont le choix entre une sorte de statu quo et un saut dans le vide qui comblera les dirigeants d'extrême droite du monde entier. Face aux enjeux vertigineux et à la brutalisation sans précédent du débat public américain, les citoyens sont d'ailleurs de plus en plus anxieux. 65% of US adults felt exhausted by politics, while 55% felt angry. You hear so much on both sides non-stop. Like, it's the end of democracy. Depuis notre dernière vidéo, la tension est encore montée d'un cran. Les deux candidats et leurs soutiens ont continué à sillonner les États clés dans une dernière chance pour convaincre. Each of you has the power to turn the page and start writing the next chapter. We will take back the nation that we love. We're one people, one family, and one glorious nation under God. We will never give in. We will never give up. We will never back down, and we will never, ever surrender. The future is gonna be amazing! Si aujourd'hui les sondages sont toujours aussi serrés, certains considèrent que Kamala Harris pourrait souffrir d'un Hillary effect, selon lequel, comme en 2016, des électeurs préféraient dire qu'ils sont indécis plutôt que d'admettre qu'ils ne voteront pas pour une femme à la Maison-Blanche, ce qui biaise les sondages. Conséquence, cela pourrait finalement cacher une partie du vote Trump. Malgré tout, l'incertitude reste totale alors que les enjeux sont colossaux. De plus en plus d'historiens parlent d'une potentielle bascule fasciste. Nous pourrions bien être en train de vivre les dernières heures de la démocratie américaine. Alors, pour bien comprendre ces élections, nous vous proposons un petit tour d'horizon des enjeux sur la table, pour nous comme pour les Américains. Démocratie, politique étrangère, immigration, écologie, économie ou encore droits des femmes et des personnes LGBTQIA+, que peut-on attendre d'une présidence Trump ou Harris? Réponse tout de suite dans ce nouveau décryptage politique spécial élection américaine pour Blast. Avant de commencer, une petite précision sur notre méthodologie. Nous n'allons pas faire de la politique fiction, mais vous donner un aperçu des programmes et positions des deux candidats et la manière dont ils pourraient façonner les États-Unis et le monde entier. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur leurs programmes, leurs déclarations, mais aussi les travaux de nombreux observateurs, journalistes et historiens qui ont travaillé sur ces élections. Commençons par le sujet le plus brûlant, la démocratie. Kamala Harris a passé toute la fin de la campagne à insister sur le danger immense que représenterait une réélection de Trump pour la démocratie. Elle a tenté de faire de cette élection un référendum pour ou contre la démocratie et propose aux électeurs ce que l'on connaît bien en France, une sorte de front républicain contre l'extrême droite. And let us be very clear. Someone who suggests we should terminate the Constitution of the United States should never again stand behind the seal of the President of the United States. Never again. Never again. Mais alors, quel est le danger réel ? Donald Trump est-il un fasciste ? C'est la grande question qui anime le débat public américain ces derniers jours. Après notamment cette déclaration au New York Times du général John Kelly, ancien chef de cabinet de Trump, qui a été son collaborateur le plus proche pendant 1 an et demi. Authoritarian admires people who are dictators. He has said that. So he certainly falls into the general definition of fascist. Il a ajouté dans cette interview « Si le fascisme peut être défini comme une idéologie autoritaire d'extrême droite ultranationaliste, la vision du pouvoir de Trump correspond à cette définition.
Il va exercer le pouvoir de manière dictatoriale. Kelly explique aussi avoir entendu le candidat républicain répéter que Hitler a aussi fait de bonnes choses et qu'il aimerait bien avoir autour de lui les généraux nazis qui l'ont accompagné jusqu'au bout, une armée loyale. 13 anciens responsables de la Maison-Blanche sous le mandat de Trump, républicains de longue date, ont soutenu le général Kelly dans ses déclarations. L'historien américain Robert Paxton, 92 ans, qui a longtemps étudié le régime de Vichy, l'a aussi confirmé récemment. Avec Trump, il y a un véritable risque fasciste. La dérive autoritaire de Trump, qui a bien changé par rapport à son premier mandat, est donc une des craintes légitimes que l'on peut avoir aujourd'hui. Certains médias parlent même de Trumpxiété, comme la peur de voir la démocratie s'écrouler sous Trump. Certains observateurs minimisent le danger. Pour moi, c'est le même. C'est simplement le contexte qui peut avoir changé, mais pour moi, c'est le même. Il n'est pas plus dangereux, entre guillemets, pour la démocratie américaine ? Moi, je ne crois pas qu'il soit plus dangereux pour la démocratie américaine. Mais d'autres considèrent qu'une présidence de Trump, aujourd'hui, pourrait être bien pire qu'en 2016. Donc là, il sait ce que c'est que le pouvoir. Il n'y aura pas d'adultes dans la pièce, adultes in the room, autour de lui, qu'on utilise tout le temps. Ils ne seront plus là. Il a désormais une Cour suprême à sa botte. Ce qui n'était pas le cas quand il arrive en 2016. Et ça change tout. Parce que c'est des gens qui vont lui signifier une immunité. Donc c'est quand même énorme qu'ils lui ont déjà accordé son immunité. C'est-à-dire que tous les procès vont disparaître. Il va même peut-être se gracier lui-même. Selon Jason Blakely, politiste, les fascismes contemporains sont plus difficiles à repérer parce qu'ils fusionnent avec d'autres courants idéologiques. Comme l'écrit Fabien Escalona dans Mediapart, le fascisme se reconnaît à sa volonté de liquider les institutions existantes pour mieux reconstituer des hiérarchies mettant les étrangers, les minorités et les adeptes du droit à leur place. Et c'est en grande partie ce que veut faire Trump. Nous allons le voir dans cette vidéo. Pour Jason Blakely, le mouvement Make America Great Again est un mélange des thèmes fascistes avec des cultures de droite conservatrices et libertaires. L'attaque du Capitole le 6 janvier 2021 a participé à étayer la thèse du risque fasciste que représente Trump. Beaucoup considèrent que c'est à ce moment-là, avec ce coup d'État avorté, que la démocratie américaine a vacillé pour de bon. Ça y est, les militants trumpistes pénètrent à l'intérieur. Les policiers du Congrès n'arrivent pas à les contenir. Panique dans l'hémicycle du Sénat en pleine séance de certification de la victoire de Joe Biden. Les agents du Secret Service tiennent en joue la porte qui va craquer. Together we will fight, fight, fight and win, win, win. Des groupes issus de l'extrême droite ont tenté par la force de faire invalider l'élection de Joe Biden. Et ils y ont été vivement encouragés par Donald Trump, qui par ailleurs ne reconnaît toujours pas sa défaite de 2020, tout comme 2/3 des électeurs républicains. L'autre indicateur d'une montée du fascisme, c'est le projet 2025, un programme politique rédigé par la très influente Heritage Foundation pour instaurer une dictature trumpienne en 2025. C'est un manuel pour que Donald Trump puisse, en cas de victoire, mobiliser 100% des pouvoirs présidentiels et instaurer une gouvernance autoritaire et nationaliste. Donald Trump a pris ses distances avec le projet 2025. Dans un post du 5 juillet, il écrivait « Je n'ai jamais entendu parler de Project 2025. Je ne sais pas qui en est à l'origine et certaines des idées avancées sont totalement ridicules. » Mais c'est un peu difficile à croire, puisqu'il est en réalité très proche de beaucoup des instigateurs du projet 2025, et un programme politique très similaire, comme l'explique Host Politique dans cette vidéo. Durant le même mois de juillet, Trump a fait cette déclaration. I love you, get out, you gotta get out and vote. In 4 years, you don't have to vote again. We'll have it fixed so good you're not gonna have to vote. Oui, vous avez bien entendu. L'ancien président dit clairement que s'il est réélu, les Américains n'auront plus besoin de voter. Un des rares pouvoirs qui restait aux citoyens dans une démocratie au bord du gouffre. Trump est devenu une sorte de roi autocrate, qui ne se cache plus de rien et veut se présenter comme l'homme fort que beaucoup d'Américains souhaiteraient voir élu. Il y a une crise d'identité de l'Amérique exceptionnelle, l'exceptionnalisme américain, et donc qu'est-ce que ça veut dire être aujourd'hui américain ? Et donc dans ces moments-là, il y a le besoin de force, de quelqu'un qui représente, qui rassure, qui représente la force, qui représente la puissance et qui promet ça. Et c'est exactement ce que fait Trump. Et là où ça en devient paradoxal, c'est que le candidat républicain prétend qu'il est celui qui sauve la démocratie et que c'est Kamala Harris qui est une fasciste. Kamala Harris is the first major party nominee in American history who fundamentally rejects freedom and embraces Marxism, communism,
and fascism. Le tout dans une sorte d'inversion de valeurs permanente, une rhétorique dans laquelle les mots n'ont plus de sens et les outrances sont répétées à l'envi pour finir par en faire une vérité par la force. Le journaliste Mathieu Magnodet le souligne très justement dans Mediapart. À toutes les extrêmes droites du monde, les nôtres y compris, Trump, l'homme sans surmoi ni limite, a fourni un langage, une grammaire, une sorte de manuel de l'audace. À l'avant-garde de la fascisation du monde, il a enfoncé avec euphorie et méthode les barrières du disciple. They're the enemy of the people, the press. I think the bigger problem are the people from within. We have some very bad people. We have some sick people, radical left lunatics. And I think they're and it should be very easily handled by, if necessary, by National Guard, or if really necessary, by the military. De nombreuses questions restent en suspens. S'il est élu, Donald Trump s'attaquera-t-il, comme il l'entend, à tous les ennemis qu'il a désignés? Va-t-il prendre sa revanche sur sa défaite de 2020? Ou encore supprimer le vote? Y aura-t-il une dérive autoritaire? Certains considèrent que les institutions américaines tiendront le coup, qu'elles feront barrage aux volontés despotiques de Trump. Seulement, ces institutions ont déjà failli dans leur défense de la démocratie, puisque l'homme qui a appelé à un coup d'État le 6 janvier 2021 peut à nouveau devenir président. Une chose est sûre, Kamala Harris prend un risque avec sa rhétorique de moi ou le chaos, car les Américains pourraient ne pas avoir simplement envie de voter contre Trump et pour la démocratie, mais d'avoir un projet politique qui leur permette de se projeter dans l'avenir. Et ce sont justement ces programmes politiques, ces deux visions du monde que l'on va maintenant étudier. Cette élection pourrait avoir de grandes conséquences sur nos vies à nous, qui habitons en Europe. Lorsqu'il était président, Donald Trump avait retiré les États-Unis de plusieurs accords internationaux et agences de l'ONU, et avait même menacé de quitter l'OTAN. Depuis cette époque, beaucoup de choses ont changé. Premièrement, l'ancien président n'est plus entouré de hauts fonctionnaires de son équipe, qui agissaient comme des sortes de garde-fous. Surtout, au moment de son premier mandat, il n'y avait pas de guerre sur le sol européen. Or, Donald Trump entretient des liens très étroits avec le dirigeant russe, avec qui il s'est entretenu à 7 reprises depuis qu'il a quitté ses fonctions, selon le célèbre journaliste d'investigation américain Bob Woodward. Une relation qui pourrait bien changer la ligne américaine sur la question. Donald Trump avait en 2017 demandé conseil à Vladimir Poutine pour savoir s'il devait ou non livrer des armes à l'Ukraine. Mais sur la politique étrangère, de manière générale, le positionnement de Donald Trump et de Kamala Harris n'est pas foncièrement différent en tout point. Ce qui est à prendre en compte dans le domaine de la politique étrangère, c'est avant tout leur personnalité, comme le souligne l'ancien diplomate Pierre Buhler pour The Conversation. Au terme de 4 années de mandat, suivies d'autant d'années de pugilat politique et judiciaire, on a pu mesurer le tropisme transactionnel de Donald Trump, sa méfiance envers des collaborateurs souvent atterrés par ses outrances, ainsi que sa confiance inébranlable dans ses instincts et ses impulsions, même s'il s'entoure désormais exclusivement de personnalités jugées loyales. Ces traits sont gages d'imprévisibilité face à des situations même ordinaires. Kamala Harris, elle, est beaucoup plus prévisible. Sur le plan international, comme sur la plupart de ses choix politiques, elle s'inscrit dans la droite lignée de ses prédécesseurs et va très probablement suivre le chemin tracé par les administrations démocrates précédentes. Commençons par le dossier le plus présent dans l'actualité, la situation au Proche-Orient. La position des deux candidats ne diffère pas en direction, mais surtout en intensité. Rappelons que Joe Biden, dont Kamala Harris était la vice-présidente, a assuré un soutien sans faille à Israël pendant toute la durée de son mandat. Dans les mots, le langage du Parti démocrate est plutôt nuancé si on le compare à celui utilisé par les républicains. Il faut avoir en tête que c'est un sujet qui met tout le monde très mal à l'aise et qui est à l'origine d'une immense colère chez les électeurs démocrates les plus à gauche, notamment chez les jeunes. I understand that there are millions of Americans who disagree with President Biden and Vice President Kamala Harris on the terrible war in Gaza. I am one of them. Les atrocités commises à Gaza ont provoqué de grandes mobilisations aux États-Unis, notamment dans les universités. They tried to clear the encampment. They arrested more than 100 student protesters, but it only emboldened the movement. Downtown, at New York University, more arrests. Joe Biden a ainsi plusieurs fois émis des réserves ou des menaces sur les actions d'Israël, mais dans les faits, le soutien est inconditionnel. Aucune menace n'a été mise à exécution. À aucun moment, les États-Unis n'ont fait obstacle au massacre. Ils ont continué à soutenir militairement et financièrement Israël, en dépit des vives protestations à travers le monde. Comme l'explique le journal Le Monde en juin dernier, que valent encore ces mots qui se fracassent contre la réalité ?
Depuis octobre 2023, les États-Unis n'ont pas exercé la moindre pression significative, concrète et efficace sur Israël. Début mai, la Maison-Blanche a bien confirmé qu'elle avait gelé une livraison de 3500 bombes à Israël. Polémique intense, mais dans les faits, le pont aérien du Pentagone continue à approvisionner l'État hébreu. Le Congrès a même voté un paquet supplémentaire d'aide militaire de 14 milliards de dollars. Bref, Kamala Harris, c'est ça. Si dans les termes, elle est relativement critique, en affirmant par exemple qu'Israël doit faire plus pour protéger les civils innocents, dans les faits, l'administration pour laquelle elle travaille ne l'a pas été. Et ça lui coûte cher politiquement. Ces derniers jours, plusieurs de ses meetings ont été interrompus par des militants pour dénoncer ce soutien à Israël, créant un certain malaise. America's future. And we understand the opportunity we have before us. Hey, you know what? Hold on a second. Listen, no, hold on. I want to talk about Gaza for a minute. De nombreux électeurs de gauche et ou de la communauté musulmane affirment qu'ils ne voteront pas pour elle à cause de ça. Même si Kamala Harris n'est pas présidente à ce jour, elle n'a rien fait pour mettre un terme à ce génocide. Et à cause de ce génocide, nous ne pouvons pas cautionner sa candidature. I do want Kamala to win, but Kamala upholds a very violent status quo that I cannot participate in. Are you talking about Gaza in particular? Yes, especially with Gaza. Dans des États clés, comme le Michigan par exemple, cela pourrait faire basculer l'élection, mais elle ne reviendra pas sur sa position. Du côté de Donald Trump, ce n'est pas vraiment un enjeu, car sa position est beaucoup plus décomplexée. Lors du seul débat qui a opposé les deux candidats, il a accusé Kamala Harris d'être anti-Israël. She hates Israel. If she's president, I believe that Israel will not exist within 2 years from now. Lui est clairement du côté d'Israël. Lors de son mandat, il avait très ouvertement soutenu l'État hébreu et avait reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël. I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Il répondait ainsi à une demande du gouvernement israélien, une décision ultra sensible, en rupture avec toutes les autres administrations américaines avant lui, qui avait déclenché une vague de critiques à l'international et intensifié les tensions sur place. In a day of rage, Palestinians in the West Bank and Gaza Strip expressed their outrage, frustration and sense of betrayal by the United States. Il avait aussi reconnu la souveraineté d'Israël sur une partie du plateau du Golan et une nouvelle colonie surnommée les Hauteurs de Trump avait été inaugurée dans la région. Aujourd'hui, Donald Trump explique parler tous les jours avec Netanyahou qu'il soutient envers et contre tout de façon décomplexée, sans critiquer aucunement les méthodes employées à Gaza ou au Liban, sans émettre la moindre réserve. Mais comme pour tout avec Donald Trump, il faut rappeler que la politique internationale sera soumise à son humeur et que tous les scénarios sont envisageables, il n'a pas vraiment de limite. Ainsi, rappelons qu'il avait affirmé il y a 1 an que Bibi l'avait laissé tomber lorsqu'il avait à l'époque fait assassiner l'Iranien Soleimani et que son ministre de la Défense était un connard. Il s'était aussi mis en colère contre Benjamin Netanyahou en 2020, l'accusant d'ingratitude pour avoir osé reconnaître la victoire de Joe Biden à l'issue des élections qu'il avait perdues. Bref, sur le dossier israélo-palestinien, quoi qu'il arrive, le sort des Palestiniens risque difficilement de s'améliorer. Mais l'élection de Donald Trump laisse de plus grandes incertitudes sur le sujet, surtout au regard de sa véhémence vis-à-vis de l'Iran. Il n'est pas interdit de penser à une soudaine escalade du conflit au Proche-Orient, alors que la situation est déjà explosive. Et dans tous les cas, les deux candidats soutiennent Israël de manière indéfectible face à l'Iran. You do any attacks on former presidents or candidates for president, your country gets blown. They asked him, "What do you think about Iran? Would you hit Iran?" And he goes, "As long as they don't hit the nuclear stuff." That's the thing you want to hit, right? We will never hesitate to take whatever action is necessary to defend U.S. forces and interests against Iran and Iran-backed terrorists. En ce qui concerne la politique vis-à-vis de la Chine, il faut rappeler là aussi la véhémence de Donald Trump qui avait déclenché une véritable guerre commerciale. Si l'administration Biden a fait beaucoup moins de bruit sur le sujet, elle a cependant maintenu l'ensemble des sanctions établies par Trump et continué cette guerre commerciale d'une certaine façon. Donald Trump pourrait surenchérir avec de nouvelles dispositions, là où Kamala Harris pourrait simplement maintenir ce qui est existant.
Il y a quelques jours, Donald Trump a annoncé la couleur en parlant ainsi du président de la Chine. President Xi, he's a fierce person. Somebody said, what's he like? I said, he's fierce. Mais la grande inconnue dans toute cette politique étrangère, c'est vraiment ce qu'il va se passer vis-à-vis de l'OTAN. Rappelons que les États-Unis sont toujours la première armée mondiale et de loin. Les dépenses militaires en 2023 sont très loin devant celles de la Chine ou celles de la Russie. La position militaire des États-Unis est donc déterminante. Pendant son premier mandat, Donald Trump avait semé l'inquiétude parmi les alliés en menaçant de réduire, voire de se retirer complètement de l'OTAN si les autres États membres ne relevaient pas leurs dépenses de défense à 2% de leur PIB. Lorsque de nombreux alliés européens ont effectivement augmenté ces budgets militaires après l'invasion russe de l'Ukraine, ce n'était pas terminé. En février 2024, Trump a renouvelé ses menaces. Il a indiqué qu'il ne dissuaderait pas la Russie d'attaquer un État n'ayant pas payé sa part à l'OTAN. They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. Et ces déclarations ont déjà des conséquences. Si Vladimir Poutine, par exemple, qui n'a vraiment eu aucun problème jusque-là à se dire qu'il pouvait envahir des pays et qui ne cesse de brandir la menace nucléaire, se mettait à vouloir aller plus loin en Europe, il n'est pas vraiment sûr que ces nouvelles victimes aient le soutien des États-Unis. Ce scénario de guerre avec la Russie est pris très au sérieux par les responsables occidentaux, de plus en plus préoccupés par les ambitions expansionnistes de Vladimir Poutine. En janvier, Boris Pistorius, ministre allemand de la Défense, a lancé un avertissement. La Russie pourrait potentiellement cibler un État membre de l'OTAN dans un horizon de 5 à 8 ans. Cette inquiétude est partagée au plus haut niveau de l'Alliance Atlantique, notamment par Rob Bauer, président du comité militaire de l'OTAN, qui souligne, lui aussi, l'urgence de se préparer à un éventuel affrontement avec la Russie. La position de Kamala Harris est là encore beaucoup plus classique dans l'histoire moderne des États-Unis. Rester dans l'OTAN pour conserver des alliés fiables et continuer à soutenir l'Ukraine face à Poutine. Là où Donald Trump, rappelons-le, a refusé d'appeler la victoire ukrainienne de ses vœux pendant le débat qu'il a opposé à Kamala Harris. Il a estimé, il y a quelques semaines, que Zelensky avait laissé cette guerre débuter sur son territoire, rejetant ainsi la responsabilité sur le chef de l'État ukrainien. I want to get the war settled. I know Zelensky very well and I know Putin very well. I have a good relationship and they respect your president. If Donald Trump were president, Putin would be sitting in Kyiv right now. L'un des derniers grands volets de la politique étrangère concerne la politique économique. Donald Trump avait rompu avec la doctrine de libre-échange économique, qui a longtemps été celle des États-Unis, et compte bien poursuivre dans cette voie, en témoigne son programme en matière de relations commerciales. Il propose tout un arsenal de mesures protectionnistes très offensives et va même jusqu'à menacer de retirer les États-Unis de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qu'il qualifie de désastre. World Trade Organization. We will leave if we have to. Il faut dire que les États-Unis sont en position de pouvoir. Leur économie se porte bien. La croissance américaine devrait atteindre 2,8% cette année, là où en France, elle ne dépassera pas 0,9%. Mais cela est notamment dû au soutien de la Banque fédérale. Résultat, l'endettement public américain atteint désormais 121% du PIB, bien au-dessus de la moyenne de la France, 112%. Seulement, un PIB qui explose ne veut pas du tout dire que le niveau de vie de la population suit. Et c'est particulièrement le cas aux États-Unis, l'un des pays les plus inégalitaires au monde. Depuis 2018, la consommation des Américains les plus aisés a augmenté 2 fois plus vite que celle des plus pauvres grâce à la détention d'actifs financiers. La Federal Reserve indique que les 50% les plus pauvres de la population ne possèdent que 2% de la richesse totale du pays. Les 10% les plus riches, eux, détiennent environ 69% de la richesse totale. Dans ce pays pourtant riche, où l'inflation est forte depuis le Covid, l'extrême pauvreté sévit et ne faiblit pas depuis des années. The United States is known for having this great abundance, and at the same time, alongside that abundance, there is widespread poverty and economic insecurity. 34 millions d'Américains sont en état d'insécurité alimentaire. 30 millions d'Américains n'ont pas d'assurance santé et ne peuvent donc pas du tout se soigner, étant donné qu'il n'y a pas de sécurité sociale aux États-Unis. Le taux de pauvreté est de 18%.
C'est plus qu'au Mexique et bien plus qu'en France, où il est à 8,5%. Il y a un ensemble de facteurs qui font que l'Américain aujourd'hui va avoir non seulement sa condition de vie se dégrader, mais aussi la perspective que ses enfants ou la prochaine génération puissent bénéficier d'une vie meilleure. Parce que finalement, on voit que par toute une série d'indicateurs différents, qu'en fait, l'ascenseur social américain, qui faisait justement la force des États-Unis, semble être en panne. Il est important d'avoir ce contexte de fortes inégalités en tête, car c'est bien cette situation qui alimente en partie le vote d'extrême droite. He is going to resolve our problem with inflation, that our families cannot live freely because they are suffering from such high costs and low wages on average to the high cost. L'inflation est d'ailleurs la première préoccupation des Américains. Face à cela, Donald Trump ne cesse de prétendre qu'il est le président de la rationalité et du succès économique. When I first came into office, I cut taxes more than any other president. We have created 7 million new jobs, and it led to a growth like we've never seen before. We developed the greatest economy in history by far. Pourtant, il est l'un des présidents qui a le plus creusé les inégalités. Sans trancher avec le libéralisme, Joe Biden a pour le coup réalisé la plus lourde intervention de l'État dans l'économie américaine depuis Roosevelt, là où l'administration Obama avait été bien plus libérale. Seulement, une inflation violente a touché le pays, comme le reste du monde, pendant la quasi-totalité du mandat de Joe Biden. Les prix ont augmenté en moyenne de 20% sur les 4 dernières années. Résultat, le ressenti des Américains est négatif, et Donald Trump n'en finit plus de surfer là-dessus. Alors qu'en est-il des programmes des deux candidats ? Harris, comme Trump, s'engage à juguler l'inflation et même à abaisser les prix de certains produits de consommation. Pour ce faire, Kamala Harris veut contrôler les prix qui seraient considérés comme abusifs, ce que Donald Trump qualifie de fixation communiste des prix. Our nation's housing supply is too low, and your rent is too high. It is a simple matter of supply and demand. Côté logement, elle envisage de donner à 1 million de ménages une aide de $25 000 aux primo-accédants pour leur permettre de constituer un apport. Elle veut aussi mettre en place un plan d'incitation fiscale pour la construction de logements destinés à être loués à des tarifs abordables et réguler les loyers de manière plus générale. Pour la santé, elle a tout un programme pour tenter de faire baisser le coût des médicaments ou étendre des aides d'État minimales pour les Américains les plus pauvres via l'extension du Medicare. Du côté de la taxation, Kamala Harris veut par exemple augmenter l'impôt sur les sociétés pour les plus grandes et aider fiscalement les petites et moyennes entreprises. Chez Trump, l'obsession, c'est la réglementation. Il promet de régler la quasi-totalité des soucis économiques ainsi, en faisant sauter les réglementations sans vraiment donner de précision. Ça vaut pour l'accès au logement ou l'écologie, par exemple. Bien sûr, autre pilier de sa politique économique, il veut continuer à baisser les impôts encore et toujours. When I'm back in that beautiful White House, we will pass larger tax cuts for workers. Rappelons que ces coupes fiscales avaient très fortement bénéficié aux plus aisés lors de son premier mandat. On pourrait résumer la vision fiscale des candidats ainsi. Selon les chercheuses Isabelle Lebon et Thérèse Rebière, les programmes économiques grâce auxquels les candidats se proposent d'améliorer la vie des Américains reposent sur des visions différentes de l'économie. Kamala Harris souhaite soutenir les classes moyennes à travers des aides directes et indirectes, alors que Donald Trump promet baisse d'impôts et déréglementation. En ce qui concerne la dette publique faramineuse, ça ne semble pas inquiéter grand monde. Les deux candidats soutiennent tout de même une hausse des dépenses. Si Kamala Harris est qualifiée de communiste tous les 4 matins par les républicains, il faut garder en tête qu'on est très très loin d'une personnalité de gauche au sens français du terme. Aux États-Unis, le débat économique est plus à droite que chez nous, et le pays entier est en proie à un libéralisme prédateur depuis longtemps. Ce qui distingue les deux candidats, c'est le degré de libéralisme. Mais à aucun moment il n'est question de remettre en cause l'économie de marché ou de réduire significativement les inégalités. On insiste là-dessus. Certes, les États-Unis sont un des pays les plus riches du monde, mais ils sont au 46e rang mondial pour l'espérance de vie, 56e place pour le taux de mortalité infantile, et le système à l'origine de tout cela, il n'est pas question de le remettre totalement en cause, ni pour Trump, ni pour Harris. Comme l'explique l'historienne Sylvie Laurent dans les colonnes du Monde, femme, noire et asiatique qui n'en dit mot, Kamala Harris propose ainsi un capitalisme post-racial, sans lutte de classe, où la prospérité est partagée entre les citoyens équitablement équipés face aux opportunités du marché.
Une même nostalgie pour un capitalisme originel et perdu rapproche ainsi étrangement les deux candidats. La grande différence entre les deux, qui défendent donc avec ardeur le capitalisme, c'est un creusement plus rapide des inégalités avec Trump, qui défend aussi une politique raciste et sexiste, visant avant tout à donner encore plus de privilèges économiques aux hommes blancs états-uniens. Il faut le dire, l'affrontement entre Kamala Harris et Donald Trump ne s'est absolument pas joué sur les questions écologiques. Comme toujours, ces enjeux se sont retrouvés en second plan et ont à peine été mentionnés durant le seul et unique débat entre les deux candidats. President Trump, with regard to the environment, you say that we have to have clean air and clean water. Vice President Harris, you call climate change an existential threat. The question to you both tonight is, what would you do to fight climate change? And Vice President Harris, we'll start with you. 1 minute for you each. 1 minute pour parler de l'avenir de l'humanité dans le pays qui est le 2e plus gros pollueur au monde. Non, ce n'est pas un sketch. Pourtant, ce n'est pas comme si le sujet n'était pas d'actualité. Durant la campagne, la Californie a été frappée par un des plus grands feux de son histoire et l'ouragan Helen. L'air est saturé par la fumée. Depuis 3 jours, Park Fire, ce méga-feu ravage cette région autour de Sacramento. L'ouragan Milton, lui, a ravagé la Floride. Plus de 24 heures après le passage meurtrier de l'ouragan Milton, une partie de la Floride reste sous les eaux. On aurait pu s'attendre à ce que Trump n'en parle presque pas. Après tout, il considère toujours que le changement climatique est un canular inventé par les Chinois. On things having to do with the Green New Scam, it's a scam. And that's caused tremendous inflationary pressures in addition to the cost of energy. Mais que dire de Kamala Harris ? Elle connaît très bien les questions écologiques et a même créé la première unité de justice environnementale quand elle était procureure à San Francisco. Plus tard, en tant que procureure de la Californie, elle a fait condamner des multinationales et géants du pétrole dans des dossiers de pollution. En 2019, lors de sa campagne pour les primaires, elle soutenait le Green New Deal, défendu par les activistes du climat, et voulait interdire les forages pétroliers. Pourtant, en 2024, elle a décidé de ne pas faire de l'écologie une priorité de sa campagne, et ne l'a évoquée qu'en surface. Dans la plupart de ses meetings, elle n'a pas prononcé le mot climat une seule fois. Persuadée qu'il n'y avait que des coups à prendre, la candidate démocrate a volontairement mis de côté ses ambitions climatiques pour des raisons politiques. Son but, éviter de perdre une partie des électeurs, notamment dans les États clés. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle est même revenue sur son opposition à la fracturation hydraulique. Une technique d'extraction très polluante du gaz de schiste qui est particulièrement développée en Pennsylvanie, un des 7 États clés du scrutin, où elle fait vivre près de 500 000 personnes. And just finally on fracking, you said you're clear you would not ban it as president. No, I would not ban it as president. Right, you're clear on that. Do you think it is bad for the environment, though? I think that we have proven that we can invest in a clean energy economy, we can mitigate greenhouse gas emissions, we can work on and sustaining what we need to do to protect this beautiful earth of ours and not ban fracking. Kamala Harris se permet ses retours en arrière et ses silences, notamment parce qu'elle peut s'appuyer sur le fait d'avoir participé à l'Inflation Reduction Act, la politique climatique la plus ambitieuse de l'histoire des États-Unis, mise en place sous la présidence de Joe Biden. Harris sait aussi qu'elle n'a aucun intérêt à parler de sobriété au royaume de la voiture, dans le pays qui a clairement inventé la surconsommation et où, en moyenne, les habitants émettent 15 tonnes de CO2 par an par habitant, soit 2 ou 3 fois la moyenne des Européens. Elle s'autorise en revanche à évoquer le climat quand elle s'adresse à ses jeunes électeurs. Can I see Gen Z? You who have only known the climate crisis are leading the charge to protect our planet and our future. To cast my vote for Kamala Harris because I think that she is a person who believes that climate change is real and that it needs to be tackled. D'une certaine manière, c'est aussi simple que ça. Face à un candidat climato-sceptique, beaucoup d'électeurs inquiets de la situation n'ont d'autre choix que de voir en Kamala Harris une championne du climat. Et même si elle pourrait clairement faire mieux et mettre en avant cet enjeu essentiel dans l'élection, contrairement à Donald Trump, elle ne représente pas une immense menace pour notre avenir. Because if Trump is elected, that means essentially that the struggle against climate change is over. The United States will withdraw from the movement towards sustainable energy. And God only knows the kind of planet that we will be leaving to our kids and future generations. Le programme écologique de Donald Trump pourrait se résumer à une phrase. We will drill, baby, drill. Une phrase qui était en fait le slogan de campagne des Républicains en 2008 et qu'il répète à l'envi. We're going to drill, baby, drill right away. Drill, baby, drill. Well, and we need to drill. So no, we're not going to chill.
In fact, it's time to drill, baby, drill down. Vous l'aurez compris, Trump veut investir encore dans les énergies fossiles et continuer de les exploiter alors qu'elles sont les premières responsables du dérèglement climatique. Un parfait exemple de ce que l'historien Jean-Baptiste Fressoz appelle le carbofascisme, l'alliance entre les intérêts de l'extrême droite et ceux des industriels fossiles. Le colistier de Trump, J.D. Vance, sénateur de l'Ohio et peut-être futur vice-président, a d'ailleurs bénéficié de dons très importants de la part d'entreprises d'énergie fossile, plus de 300 000 $ en 2021. Les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole devant l'Arabie Saoudite et le candidat à la Maison-Blanche a bien l'intention de garder cette place. Il souhaite à nouveau se retirer de l'accord de Paris, le traité international sur le changement climatique pour préserver le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, comme il l'avait fait en 2016, avant que Biden ne réintègre les États-Unis dans les négociations climatiques. Si Trump tenait sa promesse, ce serait un désastre, puisque de nombreux autres pays pourraient s'engouffrer dans cette brèche et décider de ne même plus essayer de respecter leurs engagements climatiques. Sa possible élection a déjà un impact sur la prochaine COP. N'oublions pas que les États-Unis sont déjà le 2e pays le plus émetteur au monde avec 11% des émissions mondiales. Mais avec Trump, le réchauffement climatique pourrait encore s'aggraver. Pour son second mandat, le républicain promet de s'attaquer à l'énorme plan climat de 420 milliards de dollars de Joe Biden, en réduisant les investissements dans les énergies renouvelables, mais aussi en dérégulant au maximum. Trillions of wasted dollars on the Green New Scam. All that money is not only wasted, it set us way back, way back. Durant son premier mandat, plus de 80 réglementations environnementales avaient été abrogées ou affaiblies. C'est donc avec Trump qu'il y aura un grand retour en arrière. Selon Carbon Brief, une victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle pourrait entraîner une augmentation de 4 milliards de tonnes de CO2 dans les émissions américaines d'ici 2030, soit l'équivalent des émissions annuelles combinées de l'Union européenne et du Japon. But they think about global warming, which is now called climate change, because global warming doesn't work anymore, because it's actually cooling. Because global warming wasn't working, because the planet's actually gotten a little bit cooler recently. Avec Trump, ce sera donc le climato-scepticisme au pouvoir, mais aussi des négociations internationales sur le climat mises à l'arrêt, notamment les discussions entre l'Union européenne et les États-Unis autour de la taxation carbone aux frontières de l'Union européenne, ou encore les négociations climatiques avec la Chine, le premier pollueur au monde, qui avait avancé sous l'administration Biden. Dans un climat d'immense incertitude, l'élection de Trump pourrait marquer le début de la fin d'une lutte ambitieuse pour préserver l'habitabilité de la planète. Malgré tous ces enjeux existentiels, la campagne pour la présidentielle américaine est parvenue à réduire l'écologie à des questions qui relèvent de la souveraineté énergétique et de l'inflation. Venons-en à ce qui obsède les républicains, la question migratoire. C'est le thème principal de la campagne de Donald Trump, comme tout bon politique d'extrême droite. Et cette obsession va très loin. Il considère que les États-Unis sont devenus un pays occupé et que son élection marquera le début de la libération. Récemment, il est même allé jusqu'à comparer les personnes immigrées qui viennent aux États-Unis à des déchets. We're like a garbage can for the world. That's what's happened. That's what's happened to her. We're like a garbage can. They're throwing all their garbage into our country. And we're not taking it, and they know we're not taking it. They don't want me to win this election, that I can tell you. Des propos qui ne sont pas très loin de cette blague déshumanisante de l'humoriste Tony Hinchcliffe, soutien de Donald Trump, qui a créé une énorme polémique. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Sauf qu'ici, l'humoriste parle d'un territoire américain. Et ça n'a pas trop plu à l'équipe de campagne de Trump, qui a vite pris ses distances face à l'ampleur des critiques. Elle a fait parvenir cette déclaration. Cette blague ne reflète pas les opinions du président Trump ou de la campagne. Pour en revenir au programme du millionnaire sur l'immigration, il tient en une phrase. Expulser un maximum de migrants et rendre beaucoup plus difficile l'entrée sur le territoire américain. Désormais, ce n'est plus seulement un mur qu'il veut construire à la frontière avec le Mexique, mais il veut organiser la plus grande opération nationale de déportation dès le premier jour de son arrivée au pouvoir. C'est la surenchère permanente dans les mots qui devrait pourtant avoir un sens et les mesures annoncées. Selon le Bureau des statistiques du département de la Sécurité intérieure, il y a environ 11 millions d'étrangers en situation irrégulière aux États-Unis. La plupart des observateurs considèrent qu'il serait absolument impossible de tous les expulser, surtout que Donald Trump n'a jamais expliqué comment il comptait s'y prendre.
Aussi, c'est un projet qui pourrait porter un coup fatal à l'économie américaine. Sur ce sujet, encore plus que sur d'autres, l'ancien président multiplie les fake news. Il explique notamment que les arrivées de migrants sous l'administration Biden ont provoqué une vague de criminalité, ce qui n'est démontré par aucune statistique, aucune étude. Il explique que les migrants ont empoisonné le sang de l'Amérique et les compare à des criminels, des meurtriers. So they don't commit crimes like us. No. They make our criminals look like babies. These are stone cold killers. They'll walk into your kitchen, they'll cut your throat. And I'm hereby calling for the death penalty for any migrant that kills an American citizen or a law enforcement officer. Le candidat républicain a aussi promis de réinstaurer l'interdiction d'entrer sur le sol américain pour les ressortissants de certains pays à majorité musulmane, le Muslim Ban, qui avait été annulé par la justice lors de son premier mandat. Il voudrait aussi revenir sur le droit du sol, pourtant inscrit dans la Constitution américaine. L'autre stratégie de Donald Trump est d'accuser sans cesse Kamala Harris et Joe Biden de laxisme, se montrer comme celui qui va rétablir l'ordre. What Kamala Harris has done on our border is cruel, it's vile, and it's absolutely heartless. Her policy of importing migrant gangs is a crime against our country. It's actually a crime against humanity, and her abolition of our border should disqualify her for even running. I mean, I don't know how you can run for the president of the United States and allow people to pour into our country. Politicians have got to stop treating immigration as an issue to scare up votes in an election. And instead treat it as the serious challenge that it is, that we must finally come together to solve. Pour Kamala Harris, cette question est périlleuse, puisque Trump en a fait un enjeu central de l'élection, mais aussi car les sondages montrent que la question migratoire est importante pour les électeurs conservateurs et les indépendants, et que les électeurs font un peu plus confiance à Trump sur la gestion de l'immigration. Elle change donc souvent de discours et tente de trouver un équilibre, alors que la moitié des Américains estiment que l'afflux de migrants et de réfugiés constitue une menace critique pour les intérêts du pays. We need smart, humane immigration policy in America that includes a pathway to citizenship. Face à la surenchère, elle a durci le ton en septembre en promettant de réduire les arrivées illégales et de renforcer la sécurité. Elle prône la fermeté aux frontières et affirme que le système migratoire américain est défaillant. Elle a pourtant fait partie de l'administration Joe Biden qui a mis en place un projet de loi massif offrant une voie vers la régularisation à des millions d'immigrants sans papier. Mais le président des États-Unis a été obligé en juin de se montrer plus ferme. Il a durci les contrôles, les conditions d'obtention du droit d'asile et a annoncé la fermeture de la frontière avec le Mexique aux demandeurs d'asile en raison d'afflux trop massifs. D'octobre 2022 à octobre 2023, 2,4 millions de personnes ont été interceptées à cette frontière. Pour comprendre, il faut ici rappeler que lorsque Joe Biden est arrivé au pouvoir, il y avait encore des restrictions de déplacement liées au Covid-19. Mais elles ont été progressivement levées et les migrants ont recommencé à se masser à la frontière. Kamala Harris a donc changé de ton et veut même étendre le mur de séparation à la frontière mexicaine construit par Trump et abandonné par Biden. Elle promet aujourd'hui de faire passer la loi bipartisane la plus stricte en matière de sécurité frontalière depuis des décennies. Un projet de loi qu'elle avait déjà soutenu au Sénat en début d'année, mais qui a été torpillé par Donald Trump, qui a demandé aux républicains de ne pas le voter pour que Joe Biden n'obtienne pas cette victoire. Le sénateur républicain et très conservateur James Lankford l'a même reconnu sur Fox News. They killed it. Ironically, not Democrats. Right. It was, and it was painful to be able to watch it. It got stirred up in all the presidential politics, and several of my colleagues started looking for ways. After President Trump said, don't fix anything during the presidential election, it's the single biggest issue during the election, don't resolve this, we'll resolve it next year. Quite a few of my colleagues backed up, looked for a reason to be able to shoot against it, and then walked away. I will work with Democrats and Republicans to sign into law the border security bill that Donald Trump killed. Cette loi prévoyait notamment d'ajouter 1500 agents de sécurité à la frontière. La candidate démocrate s'est aussi dit favorable à la régularisation de sans-papiers. We must acknowledge we are a nation of immigrants. And I will work with Congress to pass immigration reform, including an earned path to citizenship for hard-working immigrants like farm workers and our dreamers.
Comme sur d'autres sujets, Kamala Harris souffle donc le chaud et le froid pour ne pas perdre sa base, mais aussi tenter de séduire les électeurs de Trump. Et il faut le noter, elle choisit dans ce processus d'avoir des positions plus conservatrices pour gagner des voix. Cette dérive droitière sur l'immigration, sans cesse instrumentalisée, nous y assistons aussi en France. C'est l'un des grands enjeux de la campagne. Et c'est même ce qui pourrait tout faire basculer, les droits des femmes. On vous en parlait déjà dans notre précédente émission, les électeurs de Kamala Harris sont avant tout des électrices, et les femmes sont très peu à voter pour Donald Trump. Plus que jamais, les États-Unis sont divisés entre les hommes conservateurs et les femmes plus progressistes. Donald Trump recueillerait 53% des votes masculins contre seulement 37% pour la candidate démocrate. Chez les femmes, c'est l'inverse. Kamala Harris recueillerait 53% de leurs votes contre 36% pour Donald Trump. Les raisons de cette division sont évidemment multifactorielles, mais tournent beaucoup autour des programmes en termes de droits des femmes, tout simplement. L'arrivée de Donald Trump au pouvoir en 2016 et ses nominations à la Cour suprême ont engagé un recul significatif des droits fondamentaux des femmes incarnés dans cette mesure choc. La suppression du droit à l'avortement au niveau national le 24 juin 2022. Ce jour-là, la Cour suprême a révoqué l'arrêt historique Roe versus Wade. Depuis, chaque État peut décider seul de la loi à ce sujet. Résultat, le droit à l'avortement est désormais supprimé dans 14 États et fortement restreint dans 6 autres. La moitié du pays est concernée par des reculs de droits. Depuis, avorter est illégal à beaucoup d'endroits et peut vous conduire en prison, même si vous allez dans un autre État. Au Texas, si vous apprenez qu'une personne a aidé une autre à avorter, vous pouvez la poursuivre en justice et potentiellement toucher une récompense. Les docteurs pratiquant l'avortement, eux, risquent des peines de prison à vie et d'énormes amendes. Si nous pratiquons un avortement, nous pouvons aller en prison pour meurtre et perdre notre licence immédiatement. Les peines sont expéditives et très sévères. Il y a aussi une loi qui incite à la délation. Les femmes ayant été habituées à disposer de ce droit à l'avortement ne vivent pas forcément bien d'en être privées. Résultat, Donald Trump ne s'exprime pas trop sur le sujet et Kamala Harris, elle, en a fait un axe essentiel de sa campagne. A basic freedom has been taken from the women of America. The freedom to make decisions about their own body. And that cannot be negotiable. Un cas en particulier a ému énormément d'Américaines, celui d'Amber Nicole Thurman. Cette femme de 28 ans, qui élevait seule son petit garçon de 6 ans, est décédée à l'été 2022 des suites d'une septicémie dans un hôpital d'Atlanta, car elle venait de prendre une pilule abortive obtenue dans un État voisin. Une complication était survenue et les médecins ont refusé de la soigner. I will fight to restore what Donald Trump and his hand-selected Supreme Court justices took away from the women of America. Mais ce n'est pas que l'avortement qui est en jeu. Donald Trump est accusé de viol par de nombreuses femmes. Il a été accusé d'agression sexuelle ou de comportement inapproprié par au moins 26 femmes. Parmi les accusatrices, plusieurs ont témoigné publiquement, notamment Jane Carroll, qui a relaté un viol dans un grand magasin de New York dans les années 90. En 2023, un tribunal civil de New York a reconnu Trump responsable d'abus sexuels dans cette affaire. Au-delà de ces accusations, Trump est aussi ouvertement sexiste depuis toujours. Rappelez-vous de cet enregistrement où il se vantait d'attraper les femmes par la chatte. There has to be some form of punishment. For the woman? Yeah, there has to be some form. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. Il s'est souvent exprimé de manière condescendante avec les femmes et n'a pas hésité à les traiter de folles, d'hystériques ou même de grosses truies à plusieurs reprises. J'avais oublié celui-là. Forcément, pour une partie des femmes, ça ne passe pas. L'administration Trump a modifié les directives dans les écoles et universités, rendant par exemple plus difficile la poursuite des cas de harcèlement sexuel. Cela a conduit à une diminution des plaintes. Autre motif de mécontentement des femmes, toutes les attaques du candidat républicain au système de santé, qui ont considérablement réduit l'accès des femmes les plus pauvres aux soins, notamment pendant leur maternité, où elles en ont particulièrement besoin. En ce qui concerne les programmes, il n'y a aucun doute sur le fait que Donald Trump détériore la condition des femmes, même s'il n'a pas de programme précis à leur endroit, là où Kamala Harris, elle, a développé un arsenal de mesures censées améliorer la vie des Américaines, comme l'accès aux crèches, aux soins médicaux, ou encore le fait de leur redonner le droit à l'avortement, tout simplement. Dernier point, là où les programmes et les positions divergent, c'est en ce qui concerne les droits LGBTQIA+, et en particulier les droits des personnes trans. Comme en France, les conservateurs se sont pris d'obsession pour elles ces dernières années, et Donald Trump n'est évidemment pas en reste.
Il a basé une partie de sa campagne sur la haine transphobe, en accusant Kamala Harris de vouloir soutenir les transitions de genre avec de l'argent public dans les prisons et a carrément diffusé une campagne de publicité censée la décrédibiliser sur le sujet. Kamala supports taxpayer-funded sex changes for prisoners. Face à cette violence, Kamala Harris soutient assez timidement les personnes transgenres. Ce sujet inquiète, car Donald Trump, au pouvoir, pourrait bien s'attaquer aux droits des personnes transgenres, mais il faut cependant noter que ces questions intéressent assez peu les Américains. Sur les 22 enjeux proposés, les droits des transgenres sont considérés comme les moins importants de toute cette élection. L'enjeu le plus évident de cette élection reste la démocratie américaine. Donald Trump, qu'on le qualifie de fasciste ou non, est clairement un danger pour la démocratie et l'équilibre du monde entier. C'est un fait sur lequel s'accorde une grande majorité d'observateurs et de chercheurs. Comme le souligne le directeur d'études à l'EHESS, Romain Huret, jamais le terme fasciste n'avait été aussi présent dans le débat public. Beaucoup de similitudes expliquent ce retour. Un contexte international brutal, la fragilisation des classes moyennes, l'avènement de nouveaux médias incontrôlés, des démagogues se posant en hommes forts. Et un point majeur s'ajoute en 2024. L'hyper-militarisation de la société américaine. Même il y a 90 ans, il n'y avait pas une aussi grande population aguerrie aux armes et prête à les prendre. Cette élection pourrait avoir des répercussions internationales importantes, notamment en ce qui concerne l'Ukraine, l'Europe et la situation au Proche-Orient. Car ce qu'on voit émerger, c'est un ensemble de leaders autoritaires d'extrême droite à travers le monde. En cas de victoire de Donald Trump, ce sont bien sûr les droits humains qui pourraient reculer encore plus aux États-Unis, mais c'est aussi une potentielle bascule géopolitique qui est en jeu, qui pourrait bien galvaniser d'autres partis d'extrême droite ailleurs qu'aux États-Unis. Face à cette brutalisation de la vie politique, le Parti démocrate américain fait le choix d'une certaine droitisation. En durcissant le ton sur l'immigration, en défendant timidement les personnes transgenres ou en abandonnant plus ou moins les questions écologiques. Seulement, il n'est pas dit que cette stratégie soit payante, à un moment où le débat est plus absurde que jamais. Thank you for protecting him, for keeping your hand of blessing upon him. And we pray as you raise him up once again to be our president. Impossible, encore une fois, de prévoir le résultat. Mais cette année, la jeunesse américaine aura une influence immense sur ces élections, puisque 40,8 millions de jeunes de 18 à 27 ans peuvent désormais aller voter, dont 8,3 millions de primo-votants. Que se passera-t-il le 5 novembre ? Nous aurons peut-être la réponse dans la nuit du 5 au 6 novembre, mais cela pourrait prendre plusieurs jours si le résultat est particulièrement serré. Dès que nous en saurons plus, Blast produira un décryptage de ce résultat, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est la fin de cette émission, désolée, elle était un peu longue, mais malgré tout, il y a de nombreux sujets que nous n'avons pas pu traiter. Nous espérons qu'elle vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager autour de vous, si c'est le cas, car en ce moment, l'algorithme de YouTube ne nous aime pas beaucoup. Je vous rappelle qu'à Blast, nous sommes un média indépendant. Nous vivons grâce à vous, notre audience. Donc si vous voulez nous aider à finir l'année, n'hésitez pas à faire un don ou à vous abonner sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à bientôt.